Le soufre est quand même c'est toujours la faute du soufre en fait. Mais finalement, il y a énormément de produits logiques qui font des vins daubés qu'on n'aime pas parce que ça rajoute des goûts, comme un yaourt, comme plein de choses. Et on dit toujours, ou alors l'inverse, des vins qui sont complètement barrés, complètement daubés, beaucoup trop de volatiles, des équilibres qui sont mauvais. Et on va dire c'est la faute du soufre. Mais en fait, même avec un peu de soufre, ces vins n'auraient pas été bons, quoi qu'il en soit. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. Celle que m'a faite l'agence Vinop en juin dernier en fait clairement partie. L'idée, animer 2 tables rondes lors de leur salon professionnel parisien, réunir des vignerons et vigneronnes de premier plan et en tirer des épisodes pour le podcast. Sympa, non ? Pour cette première discussion, autour de la table, Emma M. Salem, du domaine Vernet dans le Rhône, le bourguignon Sylvain Pataille, Frédéric Brouca, vigneron à Faugères, et Paul-Henri Tillardon, du domaine Tillardon dans le Beaujolais. Au programme, un sujet aussi sensible qu'essentiel dans le monde du vin, qui exige précision, rigueur et nuance. Je veux bien sûr parler du soufre. Avec ces 4 voix engagées, et malgré des conditions de captation du son un peu chaotiques, la discussion ne survole pas le sujet. Elle le décortique, et ça vole haut. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir ici pour assister à cette conférence, masterclass, table ronde, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas ça va être une discussion sympathique. Vu l'heure qu'il est, on va essayer de ne pas vous endormir. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir déjà mangé. C'est peut-être le moment un peu de décompression, mais on a la chance qu'il fasse frais là, donc on est bien. Moi je me présente rapidement, je suis Romain du podcast Le Bon Grain de l'Ivresse, que j'ai créé en 2019. Et notre conversation est enregistrée, d'accord ? Donc faites attention à ce que vous dites, parce que tout le monde va vous entendre, la France entière va vous entendre. Alors on est là pour parler du soufre, ok ? Alors le soufre, c'est le grand débat, à mon avis, des 15 ou 20 dernières années dans le monde du vin, en tout cas dans les vins qui nous intéressent tous ici. Et c'est un débat qui déchaîne parfois les passion et même de temps en temps certaines invectives. Alors pourtant, au-delà de convictions personnelles, il y a des éléments techniques, à mon avis, qui méritent d'être démêlés. C'est ce que je vous propose de faire avec mes 4 invités aujourd'hui, que je vais vous présenter tout de suite. Alors on commence avec Emma M. Salem, du vigneronne dans Rhodanienne, au domaine Georges Vernet, ouais, donc célèbre pour les condrieux et les côtes rôties notamment. Ensuite, on a Sylvain Pataille. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter encore, Sylvain. C'est comme la plus belle chevelure du monde du vin, que tout le monde connaît. Vigneron bourguignon au domaine Pataille. Frédéric Brouca, du domaine Frédéric Brouca également, qui est aujourd'hui représentant du Languedoc et plus particulièrement des terroirs de Faugères. Et enfin, Paul-Henri Tillardon, qui nous vient tout droit de Chénat, dans le Beaujolais. Chénat ? Ok. Alors le soufre, c'est un terme qui mérite d'être précisé à mon avis pour démarrer. Le soufre, à proprement parler, c'est un élément chimique. Si certains se souviennent de leur cours de collège ou de lycée, c'était dans le tableau périodique des éléments, c'était le carré avec un S à l'intérieur. Et son nom est dérivé du latin sulfure qui signifie pierre qui brûle. Alors oui, le soufre, c'est un minéral qui est disponible naturellement, d'accord, et qui est connu depuis l'Antiquité. Il était notamment utilisé pour blanchir des tissus, puis plus tard comme insecticide en agriculture, utilisé en fumigation. Et c'est en 1487, en Allemagne, qu'il est fait mention pour la première fois de son utilisation pour la conservation du vin. Il ne s'agit plus ici du soufre à proprement parler, mais du dioxyde de soufre, SO2, et on va revenir là-dessus. Notamment avec Frédéric. Alors c'est ce composé, le SO2, qu'on appelle parfois sulfite, qu'on utilise encore aujourd'hui et dont la réputation a été faite au XVIIIe siècle par les négociants hollandais de Bordeaux qui désinfectaient leurs fûts avec leur fameuse mèche hollandaise. Et c'est une technique qu'on utilise toujours aujourd'hui. On met un petit galet de soufre qu'on fait brûler dans un fût
pour notamment désinfecter. Voilà. Donc le soufre ou le dioxyde de soufre, c'est un antioxydant, un antiseptique. Alors voilà pour ses avantages que nous allons examiner en détail. Et on n'oubliera pas d'examiner aussi ses défauts. Sylvain, je voudrais démarrer avec vous pour la première question. À quel moment du processus de production on peut utiliser du soufre et pourquoi faire? À quel moment? Je crois qu'en fait, ça dépend de la façon dont on réfléchit. Quelque part, c'est une sorte de système qu'on met en place. La question, vous me la posez à moi, vous la posez aux quatre présents. On répondra tous différemment peut-être, mais le problème, c'est que on est peut-être tombé dans une œnologie très corrective. Enfin, peut-être, non, à coup sûr, très adaptée aux grandes structures et qui ont, justement, à quel moment, si tu leur poses la question, si tu ouvres un manuel d'œnologie, à tous les moments, et il est pas possible de s'en passer. Donc en fait, ce qu'on martèle, ce qu'on apprend aux gamins qui passent par tous les lycées viticoles et autres, par les facs d'œno, c'est que de toute façon, c'est obligatoire, nécessaire, et que sans ça, on peut rien faire. Donc c'est déjà... toi, ça me rappelle quand j'étais au lycée à Beaune, on était obligé d'apprendre toutes les matières actives et de connaître les calendriers de traitement par cœur. Et c'est le Vidal de la vigne, quoi. Donc là, entre-temps, bien heureusement, il y a les lignes ont bougé et autant en vigne qu'en vin. Mais c'est quand même... c'est presque dommage qu'à chaque fois, c'est les extrêmes qui s'opposent. Entre le trop et le rien du tout, il n'y a jamais le pas beaucoup. En tout cas, il n'y a jamais cette réflexion-là. On peut se la poser sur la phyto dans les vignes avec la bio. Est-ce que c'est bio traité 26, 27, 30 fois par an? Ce qui est arrivé l'année dernière. Bah oui, clairement. Avec en plus des drames économiques et humains. Parce que derrière, tu fais pas de vin. Quand les huissiers arrivent, ils te mettent pas un bonus parce que tu as traité 26 fois et que tu n'as pas réussi à sauver ta récolte, mais tu t'es battu comme un pauvre diable. Et le soufre, c'est pareil. Et il y a beaucoup de choses qui se font systématiquement et le système vigne-vin est très axé par le conseil sur la peur et sur des systèmes. Donc ça, faut s'en affranchir. Je pense qu'une grosse partie là, on est entre autres à une dégustation. C'est super. La sélection des vignerons de Vinop est assez particulière parce que c'est que des gens très investis dans leur vigne, dans leur vin et qui ont quasiment tous des grosses identités. Donc de toute façon, à la base, il n'est pas question de sortir des vins standards comme on peut en avoir très souvent. Et toi, je dérape et je sors du contexte, mais quand on voit des économistes qui parlent de la crise du vin, ils disent il n'y a pas de surproduction, il n'y a que trop de vins produits qui ne correspondent pas à ce que les gens ont envie de boire. Et le vin, le soufre, pas soufre, et moi je dirais qu'on a des très belles réussites dans les deux systèmes. Le tout, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes. Après, on va vers... je pense que quand on fait du vin, on laisse s'exprimer nos sensibilités et potentiellement, je vois pas moi comment on peut faire dans une même cuverie de façon sincère des vins sans soufre et des vins avec soufre. Si t'aimes les vins avec du soufre, tu sulfites tout. Si t'aimes les vins sans soufre ou avec presque pas de soufre, t'as un style que tu perds dès que tu sulfites un peu plus. Alors si je fais appel à ton œil technique, puisque tu es œnologue, quand est-ce qu'on peut s'en servir du soufre? Et c'est quoi les objectifs? On parlera de... Il faut se désaffranchir, il faut désapprendre déjà. Faut pas se dire oxygène, machin, faut déjà comprendre comment ne pas s'en servir. On peut déjà baisser très très fortement. C'est-à-dire que tu peux assez facilement t'en passer en essayant de comprendre comment ne pas en mettre. Et c'est un peu comme quand on fume. Moi, je me rappelle quand je fumais 2 paquets par jour, mais pourquoi, comment? Et dans les 2 paquets par jour, il y a combien de clopes qui t'ont donné du plaisir? 2, 3. Et ben le soufre, c'est un peu pareil. Quand t'es obligé de balancer, d'arriver à 120, 130, 140, 150 mg de total pour que les vins soient stables, et puis c'est une valeur de blanc, entre guillemets, commune. Hein. C'est pas, on a l'impression que c'est énorme. 90 cents de total, c'est pas énorme, c'est juste standard. Et il y a un paquet de vins, et notamment dans ma région, qui dépasse les 150 allègrement. Et c'est justement une sorte d'accoutumance.
tu l'as dit, quand j'étais œnologue, et justement, c'est que ça a presque été le déclic. À me dire, putain, mais en fait, pour faire du chiffre, on se sert de la peur. On vend des tanins parce qu'on fout les jetons aux gars en leur disant, si tu mets pas de tanin, t'auras pas de couleur. Si tu mets pas d'enzyme, t'auras pas de couleur. Si tu mets pas de levure, attention, mais les levures indigènes, ça marche pas. T'auras que de la merde. Tu veux des brettes, tu veux de la vol? Eh ben vas-y, écoute-moi pas. Et c'est un peu ça. Et donc, il y a 40 ans, 50 ans d'éducation qui vont dans ce sens-là, où tout le monde s'est convaincu de cette sorte de sécurité et vers une standardisation énorme, quoi. Donc, voilà. Beaucoup de soufre, pas de soufre. Quel moment on peut s'en passer? Il y a plein de moments où on peut s'en passer. Le soufre, c'est un mot assez vaste. Et Frédéric, je voudrais qu'on voit avec toi quel soufre tu utilises. Parce qu'il y a différentes origines du dioxyde de soufre qu'on peut utiliser en vinification. Comme je l'ai dit, c'est un antioxydant, un antiseptique. Et il y a différentes manières de le produire. Toi, tu as fait un choix assez engagé. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix, s'il te plaît? Donc bonjour, Frédéric Brouca, vigneron à Faugères depuis 13 ans, première génération. J'aime dire que je suis rentré dans le monde du vin par la fenêtre, ou de la vinification. J'ai vendu le vin des autres pendant une quinzaine d'années au grand export, des grandes maisons, bourguignonnes notamment. Et j'ai fait mon premier vin en 2013. Pour rebondir sur l'idée de Sylvain, en fait, effectivement, le conseil, qu'il soit à la vigne ou à la cave, c'est lié sur la peur. Aujourd'hui, je m'échappe quand je vois le conseil. Je veux pas le voir. Et c'est toujours cette peur, en fait, et notamment cette peur du soufre. Le vin va partir en oxydation. Et à peu près le commentaire constant d'un gros cabinet de conseil à la cave, c'est 2 grammes. Systématiquement, c'est 2 grammes. Et il y a un moment dans le vin où on se dit, donc, j'utilise du soufre, je fais un petit peu de vin sans soufre parce que je voulais pousser la question. Mais ce qui m'a interpellé dès le départ, c'est qu'est-ce que les bisulfites, qu'est-ce que les métabisulfites. Je vends pas mal de vin aux États-Unis, donc j'étais en bio. Et bio États-Unis, on n'a pas le droit d'utiliser les métabisulfites. Donc j'ai commencé à chercher et en fait, en faisant mes recherches, les bisulfites viennent de l'industrie pétrochimique aujourd'hui. C'est quand on purifie, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on distille pas. Quand on purifie l'essence, quand on raffine le pétrole, en fait, un des by-products, un des produits présents, c'est les sulfites. Et aujourd'hui, les sulfites qu'on utilise sont des sulfites de la pétrochimie qui viennent du pétrole. Donc c'est quelque chose qui me perturbait. Et donc j'ai fait quelques recherches et je me suis retrouvé à Bordeaux avec des gens qui utilisaient du soufre volcanique. Voilà, ça c'était 2015 et ma première cuvée c'est 2016 sur le Cinsault et aujourd'hui tous mes vins sont en soufre volcanique. Alors c'est quoi le soufre volcanique? Est-ce que tu peux nous expliquer Donc j'en avais pris dans ma voiture ce matin, mais je l'ai oublié. C'est souvent comme ça avec Frédéric. Le soufre volcanique, c'est un soufre minéral qui est extrait du sol. Et aujourd'hui, ce soufre, j'allais dire, il est interdit par le codex, par l'agroalimentaire, parce qu'il y a 2 métaux lourds. Il y a du plomb. L'onologue, quel est le deuxième? Il y a arsenic. Arsenic, ouais. Arsenic. Et donc, il faut purifier mécaniquement ce soufre. Mais c'est un soufre minéral, c'est la mèche hollandaise. Et j'ai commencé à utiliser ce soufre. Depuis 2-3 ans maintenant, j'ai rencontré, grâce à Maxence, qui travaille avec Stan, Cédric Mousset, champenois, qui ont, via leur institut du Champagne, ont développé un soufre minéral qui vient de Pologne et qui est même certifié bio et qui est légal jusqu'à présent. Voilà, j'ai acheté toujours un bidon de bisulfite pour avoir dans ma traçabilité, mais le soufre que j'utilisais était un soufre un peu hors la loi. Tu as déjà utilisé du soufre issu de la pétrochimie ou pas? Oui, au départ, oui, complètement. Est-ce que tu as constaté des différences en termes d'efficacité, de dosage entre les 2 formes de soufre et de résultat final sur les vins? Bien déjà, quand tu arrives dans une cave et tu mets ton soufre liquide dans ta cuve, déjà là, tu dis, tiens, il
ça pique. T'as envie de sortir de ta cave, tu dis il y a quelque chose. Après tout ce que j'ai fait, je suis assez empirique dans mon approche, même en vinification. J'ai à peu près tout testé comme la dégustation à l'aveugle. Je fais mes 2 cuves, j'ai essayé levuré, pas levuré, soufre, pas soufre. Et ce qui fonctionnait pour moi, les blancs, c'est plus nouveau. Mais au moins pour les rouges, d'une manière générale, je préférais un vin rouge avec 2 à 3 grammes de soufre par rapport à un vin non soufré. C'est pas le cas aujourd'hui, je généralise, mais le soufre n'a jamais été quelque chose d'interdit pour moi, comme toutes les drogues ou les poisons, c'est le montant qui fait le poison. Et tu t'en sers pour quoi exactement ? Exceptionnellement, si j'ai une vendange qui est pas très belle, je vais brûler du soufre pour apurer l'atmosphère. C'est extrêmement rare. Et aujourd'hui, je dirais mon mode d'utilisation, c'est 2 grammes, 1,5 gramme, 2 grammes après ma malo, pardon. Et après, je laisse évoluer mes vins et je vais aller ajuster à ma mise en bouteille. Je dirais d'une manière générale, pour moi, c'est sur mes rouges, quand j'arrive entre 2,5 grammes et 4 grammes, c'est success. L'avantage du soufre volcanique qui était pour moi, c'est j'utilisais du soufre liquide. Et en fait, ce que je m'apercevais et ce que je voulais comprendre, c'est quand on mettait 2 grammes, il y a 1 gramme qui se composait immédiatement. Et donc, je perdais 1 gramme de soufre. Donc, pour avoir 1,5 gramme d'actif, il me fallait 3 grammes dès le départ. Avec le soufre volcanique, sur certaines incorporations, j'arrive à 1,6 grammes, 1,7 grammes de libre sur 2 grammes d'introduit. Donc, pour arriver quasiment au même résultat, avec le soufre volcanique, j'en mettais 2 fois moins. Alors moi, il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que tous les vins ont besoin des mêmes quantités de soufre ? Et Emma, je voudrais te passer le micro, s'il te plaît. C'est la nana du Sud qui parle, c'est ça ? Je voudrais qu'on parle de l'influence des cépages, notamment, et je poserai la même question à Paul-Henri juste après. Est-ce qu'il y a des cépages qui ont plus besoin de soufre que d'autres ? Ou est-ce qu'il y en a qui en ont drastiquement besoin de moins ? C'est une très bonne question. Alors moi, je vinifie que 2 cépages, donc je vais pouvoir parler pour moi. Donc nous, on est donc vallée du Rhône Nord, donc on vinifie Viognier et Syrah. Finalement, le plus compliqué pour nous, c'est plutôt les Viogniers, parce que comme tu en parlais, les soufres se combinent très rapidement, parce qu'on a des pH qui sont assez élevés. Donc la réflexion, nous, ça a été jusqu'à quand on peut s'affranchir du soufre. On se rend compte qu'en vinification, parce que moi je vais répondre aux questions contrairement à mon voisin, s'il m'a pas donc nous on s'affranchit quand même du soufre le plus possible, mais on se rend compte que les vins sont très fragiles avec des pH élevés, et par exemple on raisonne pas de la même manière que ce soit pour le Viognier que pour la Syrah. La Syrah finalement elle est très réductrice, donc elle se protège en fait toute seule pendant très longtemps, alors que le Viognier est très sensible à l'oxydation, donc on a tendance à oxygéner les mous sans problème. Après avec la fermentation c'est magique, tout s'éclaircit, il n'y a pas besoin de sulfiter, mais c'est vrai qu'après on se rend compte que sur l'élevage, quand je dis on se rend compte, c'est que ça nous est déjà arrivé, voilà, d'avoir des oxydations. Donc on raisonne en mettant le moins de soufre possible, parce qu'il se combine et puis parce que il reste actif très peu de temps, et puis le corriger à la mise en bouteille. Mais le soufre, on sait qu'en bouteille, il va pas rester non plus très longtemps. Donc le but, c'est pas de sécuriser comme certains de mes voisins au nord qui ont des pH bien plus bas et des doses de soufre bien plus haute. Nous, on prend des risques avec des pH élevés, et la réflexion, c'est plus dans quelques années comment on va pouvoir. Donc, il y a des pistes. C'est très intéressant ce que tu dis sur le soufre volcanique, s'il combine moins, justement, parce que voilà, nous c'est vraiment des réflexions qu'on a. Donc on essaye de s'affranchir de certaines étapes au sulfitage, et puis voilà, de garder. Donc ça passe par des contrôles, donc c'est-à-dire un houillage. On évite de faire goûter surfus. On essaye d'avoir le moins de phénomènes d'oxydation. Mais c'est vrai que, parce que je m'éloigne, mais c'est vrai que on traite pas de la
même manière, en tout cas, un cépage comme le Viognier, plus fragile et comme la Syrah. Ce que je comprends là, c'est que vous l'utilisez plutôt en curatif plutôt qu'en préventif. On l'utilise quand même, on évite le curatif quand même aussi, mais en tout cas, on essaye de s'en affranchir le plus longtemps possible. Après, effectivement, il y a des années où quand la vendange est catastrophique, ça nous arrive d'en mettre pendant les vinifications, mais c'est vrai que justement, cette période des vinifications, pour nous, c'est important de pas partir avec justement des taux déjà de sulfitage, pas élevés, mais de déjà commencer les taux de sulfitage pendant la vinification. Et à cépage constant, est-ce que tu constates qu'il y a des parcelles où c'est plus facile de se passer de sulfite que d'autres? Est-ce qu'il y a des influences du terroir, entre guillemets, sur la possibilité d'utiliser ou non du soufre? Non. Non, on vinifie vraiment tout séparément, mais les pH sont approximativement les mêmes. Et puis, je vais plus raisonner en termes de millésimes que de parcelles. Et je prends autant de risques sur ma grande cuvée de côte-rôtie que sur mon vin de pays. Je vais pas me dire c'est une côte-rôtie, je vais sécuriser, je mets déjà 2 grammes à l'encuvage. Non, pas du tout. En fait, on prendra autant de risques sur parce que pour moi, c'est important que les doses de soufre restent assez basses. Paul-Henri, est-ce que le Gamay, c'est un cépage qui peut facilement se passer de soufre? C'est difficile à dire parce que le Gamay, oui, on pourrait dire ça, mais je pense que c'est pas une histoire de Gamay ou d'autres cépages. Il peut y avoir des notions de cépage comme dans le Jura ou dans le Beaujolais notamment, ou sur les Pinots Noirs. C'est peut-être parce qu'il y a eu de la recherche il y a très très longtemps, où le monde du vin naturel est né aussi dans le Beaujolais, avec la pierre et tout ça. Mais je veux dire, comme disaient Emma et Sylvain et puis Fred, c'est qu'en fait c'est vraiment une histoire de pH. C'est-à-dire qu'en fait il y a le soufre, on apprend ça à l'école, comme disait Sylvain. Mais on apprend à faire du vin comme on apprend à faire un gâteau, quoi. Sur Marmiton, on fait ça la même chose, en fait. On va à l'école, on sort, on a fait 10 ans d'études, on fait un gâteau. Voilà. Donc là, on se dit, on goûte, on dit, ouais, c'est cool et tout. On en boit 4 verres, on dit, ouais, ça commence à être moins cool. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, il est de faire plaisir aux gens, les gens qui vont acheter nos vins, et de dire un petit peu, on veut faire des efforts, on veut faire les choses bien pour que les gens aient des bonnes ivresses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu bois un vin qui a 400 mg de soufre, tu auras une mauvaise ivresse, tu auras des mal de tronche, tu auras des trucs comme ça, ou tu auras un mauvais souvenir du vin. Et donc, la consommation du vin baisse, et effectivement, c'est dû à ces choses-là, quoi. Et c'est la simplicité des choses. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on va faire 10 ans d'études dans le vin pour faire du vin avec plein de produits chimiques. Le seul problème derrière, c'est qu'en fait, faire des vins sans soufre, c'est assez compliqué. C'est très compliqué dans le sens où il faut apprendre la chimie du vin, il faut rentrer un petit peu dans la science pour finalement éviter la chimie. Et ça, dans le Beaujolais, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui nous ont guidés un peu dans ce sens-là, sachant qu'aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique qui fait qu'on est obligé un petit peu de reprendre un petit peu les recherches. On a notamment monté un groupe de recherche là-dessus chez nous. Et on parle, c'est vrai que chez nous, chez Sylvain ou chez nous, on parle de soufre, de pH et tout ça. Effectivement, c'est plus facile de travailler sans soufre dans le Beaujolais, en Bourgogne, qu'en Languedoc ou en Côte-Rôtie, quoi. Et ça, c'est qu'une histoire de pH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une histoire de style. C'est-à-dire qu'en fait, faire du vin sans soufre, ça va faire un vin qui aura un autre goût. Faire du vin avec un tout petit peu de soufre, ça fera du vin qui a un autre goût. Faire du vin avec plus de soufre, ça fera du vin qui aura un autre goût. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas faire un vin sans soufre au dernier moment, comme ça, à l'arrache, en disant « vas-y, on met pas de soufre ». En fait, c'est du départ à la vigne que ça va se décider. Et à la fin, ok, on met pas de soufre parce qu'on n'a pas eu de problème. Si effectivement tu as des vinifs à la Monéguen où ça monte dans tous les sens en volatile et tout ça, et ben ça va être difficile de s'en passer parce que ça va être quelque chose de correcteur en fait. Et là, du coup, tu voulais faire un truc qui allait aller dans un sens que tu avais plus ou moins décidé, et là tu vas changer un petit peu de voie, quoi. Et effectivement, nous on travaille sans soufre depuis une dizaine d'années. Sur à peu près 80% du domaine, mais c'est un sacré travail, quoi. C'est un sacré travail parce qu'effectivement, il y a des énergies, il y a des salinités, il y a des choses qui sont quand même extraordinaires sur les gamets. Après, on parle très peu des blancs. Sylvain a fait, par exemple, sur son consulting, a arrêté beaucoup de grands domaines bourguignons sur le soufre en élevage, par exemple. Parce qu'en fait, effectivement, s'il y a un petit dosage de soufre qu'il devrait avoir, je pense qu'il devrait être
avant la mise aux bouteilles, des choses comme ça. Et les élevages doivent être sans soufre pour avoir un affinage, pour avoir des vins qui vont un petit peu s'élever un petit peu en vieillissant, quoi. Mais effectivement, quand on arrive à se passer du soufre à la mise en bouteille, bah là, ça peut faire les plus grands vins du monde. Mais par contre, derrière, il faut avoir une espèce d'hygiène incroyable, il faut avoir un transport incroyable et il faut avoir un vieillissement en cave chez le client qui est incroyable. Et donc là est la difficulté, quoi. Donc c'est pas du tout du hasard. Quand on dit on fait des vins nature, on travaille sans soufre, c'est comme ça. En fait, non, c'est un énorme travail de recherche juste avant, quoi. Tu peux nous détailler un peu comment on fait du vin sans soufre alors? C'est quoi si tu dis que ça commence à la vigne, qu'est-ce qui fait qu'à la vigne il faut avoir des vignes équilibrées, c'est-à-dire que comme disait Sylvain aussi tout à l'heure, il faut avoir des vignes qui soient de base en bio, qui soient labourées comme un jardin en fait. Il n'y a rien de plus beau qu'un jardin qui est cultivé, des pieds de tomates par exemple qui vont être verts, qui vont être magnifiques. La vigne c'est la même chose en fait. Quand on commence à travailler sa vigne, quand on commence à travailler avec des chevaux, quand on commence à travailler avec d'autres trucs comme ça, à jardiner, la vigne va bien se plaire. Si la vigne se plaît bien, elle va faire des beaux raisins qui vont être équilibrés. Et c'est là qu'on parle aussi de pH. Après, il y a des histoires de région et tout ça. Une vigne qui va être atomisée de glyphosate, effectivement, ça va être hyper compliqué, qui va être tassée par des gros tracteurs. Et ben, la vigne va survivre un petit peu, mais va avoir du mal à vraiment vivre. Et du coup, il y aura pas des bons équilibres sur les raisins. Et là, ça va être difficile de faire des vins sans soufre. Donc, ça démarre là. Et après, maintenant, il faut aussi avoir un petit peu de technique, des dates de récolte adaptées. Quand on parle souvent de pH parce qu'en fait, ça va être la force de l'acidité. Il faut la connaître. Même pour le soufre, les gens qui mettent du soufre dans les vins, si tu as un pH à 3,60 ou si tu as un pH à 3,40, tu n'auras pas besoin de mettre la même quantité de soufre ou tu n'auras même pas besoin d'en mettre du tout, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser ces choses-là et c'est très difficile C'est un débat qui est extrêmement difficile parce que finalement, entre chaque personne, chaque vignoble, il va y avoir des écarts qui vont être hyper importants, quoi. Alors on parle de pH là, et de climat indirectement. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est plus difficile de faire des vins sans soufre dans le sud que dans le nord? pH, c'est tanin. Tu peux nous détailler ça, s'il te plaît, pour les néophytes ou en tout cas pour... pH est une fonction inverse de l'acidité. Donc moins le vin est acide, plus le pH est haut. Les tanins, plus le raisin est mûr, moins il y a de tanins et plus il y a d'alcool et moins il y a d'acidité. Moins le vin est acide, moins le soufre réagit ou va protéger le vin. Donc un raisin très mûr a besoin de beaucoup de soufre, justement qui est lié au pH. Et je pense pour les conservateurs naturels du vin, il y a acidité et pH et il y a tanin. Donc évidemment, dès qu'on va plein soleil, nos conservateurs naturels du raisin sont plus limités pour nous qu'en Bourgogne. Ou dans le... Quand l'acidité est élevée, quand le pH est bas, en fait, on a un milieu dans lequel il y a moins de bactéries qui peuvent survivre finalement, et donc il y a moins de risques, entre guillemets, que le vin soit spolié, c'est ça? C'est notamment ça, tout à fait. Plus un environnement est acide, moins il y a de risques bactériens. Paul-Henri, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais dire, par rapport à ce que disait Fred, c'est qu'en fait, effectivement, il y a ces histoires de pH, d'alcool, de tanin et tout, mais il y a la seule solution aujourd'hui, c'est ça, et c'est de dire, en fait, notre vin est bon, il est en cuve, donc on va le figer pour pouvoir le mettre en bouteille et qu'il n'y aura pas de souci chez le consommateur final. Et donc c'est ça c'est un petit peu le problème actuel, et qui fait qu'en fait, il y a très peu de recherche là-dessus, vraiment très 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 peu. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est pas normal de faire 10 ans d'études là-dedans pour apprendre à faire un gâteau. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes œnologues qui travaillent un petit peu et qui ont envie de voir les choses différemment, il y a des thèses à faire extraordinaires là-dessus, quoi. Sur justement ce soufre, et peut-être trouver des alternatives et des choses comme ça, quoi. Sylvain, est-ce que ça devient de plus en plus dur avec le changement climatique de faire des vins sans soufre? Je crois, oui. Mais pour la même raison, en fait, c'est que on a des maturités plus importantes. Qui dit maturité plus importante dit plus d'alcool, donc plus de difficultés à fermenter, parce qu'une levure, elle est jamais aussi à l'aise que quand elle est sur un degré moyen. Quand on arrive à des degrés qu'on n'imaginait même pas il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Rentrer des raisins dans... toutes les régions sont concernées, du
du sud jusqu'à la Champagne. Enfin, toutes les régions sont concernées par des degrés potentiellement plus élevés, potentiellement très emmerdants. On ne sait pas encore, parce que là on est encore en phase végétative, mais un millésime comme 2025, on peut ne pas être surpris de monter à des 14, 15. Et là on arrive à la limite de la fermentabilité d'un mou, où une levure elle commence à être dans sa zone de toxicité. Et historiquement, les endroits où il y avait des degrés plus élevés que 15, 16, donc on a les cas en France, en Espagne ou ailleurs, en fait, on partait sur des vins fortifiés parce qu'ils avaient une fermentabilité, ils étaient pas fermentables. Là, on arrive voir des 15 degrés et demi dans le Beaujolais, c'est quand même compliqué, quoi. Toi, Polo, quand on voit ce qu'on a vécu quand on était juste gamin, où on était obligé d'aller chercher des sacs de sucre en nombre dans le grenier, mais même avec une très belle viticulture. Pour chaptaliser ? Bah oui, mes premières années de conseil en Bourgogne, quand on faisait 12, c'était énorme. Énorme. Et là, en fait, en 20 ans, on fait pas 12, on fait 14, voire 14 et demi. Donc, trop de sucre. Avec une fermentabilité moyenne, c'est le début des emmerdes. Parce que quand une levure, elle patauge, la nature n'aime pas le vide, il y a des bactéries qui se développent, il y a des brettes. Donc, en fait, on a à peu près toutes les emmerdes qui peuvent nous tomber dessus. Je confirme. Ceux qui ralentissent, ça peut pas être pire. Là, t'es vraiment... c'est l'enfer. Et en plus, sachant qu'on n'arrête pas de parler de pH, mais c'est évident, on a des maturités phénoliques plus élevées, donc avec là quand on est en rouge, des teneurs, des contenus phénoliques plus importants, et notamment des teneurs en acide phénol, qui sont la base des dégradations à la con des brettes, qui emmènent vers tout le monde le connaît, ce côté écurie des brettes. On a plus de précurseurs, donc qui dit plus de précurseurs, des fermentations qui traînent, en fait on a un boulevard pour les brettes. Et les pH plus élevés rendent les bactéries très à l'aise. C'est-à-dire qu'on a une compétition avec nos levures. Quand on rentrait des pH à 3,20, 3,15, 3,20, en fait, on a des phases assez stables. C'est-à-dire que le milieu s'auto-équilibre. C'est-à-dire que, comme c'est acide, les levures sont à l'aise à l'acidité. Elles fermentent tranquillou. Il faut quelques mois pour que les bactéries se disent on se réveille, les levures ont fini, il n'y a plus de sucre. Généralement, c'est presque au printemps que ça redémarre. Alors que là, on a des chevauchements en rouge notamment, mais pas que. On voit aussi en blanc. On observe des maladies qu'on n'a même jamais vues dans nos bouquins. La tourne, moi, j'ai jamais vu ça. Et là, ça fait 5 ans qu'on voit de la tourne. La tourne, c'est la dégradation de l'acide tartrique par des bactéries. C'est-à-dire qu'on n'a déjà pas d'acidité, mais on finit sur des blancs. Moi, j'ai vu des blancs en 2023 à 3,90 de pH. En Chardot, en Bourgogne. Donc, tu vois, tu observes des modifications de flore, mais incroyables. Bon, c'est une adaptation. Hein. C'est juste, je pense qu'en fait, on découvre ce que c'est de faire du vin dans le sud, quand on est chez nous. C'est que on n'avait jamais, nous, des pH qui montaient au-dessus de 3,40. C'est très, très courant de décuver et de finir les malots. On a très couramment, toi, je parle de ce que je connais, on a très couramment des pinots à 4 de pH. C'est un truc de fou. Juste pour rappel, le pH du vin, en gros, c'est entre 2,8 et 4. Ouais, 2,8 c'est optimiste, c'est 2,8 en Champagne. Voilà. Et ils sont très contents d'avoir 2,8, ça fait des trucs. Et à l'inverse, 4. À vin tranquille, c'est plus 3,20. 3,20. Enfin, chez nous, c'est 3,20, 3,5, 45, 50. Alors, c'est sur une échelle qui va de 3 à 4. Ouais, alors pH pour les du vin, c'est de 3 à 4. L'échelle générale des pH, c'est jusqu'à 12, entre élevé. 0 et 12. Donc ça paraît une différence qui n'est pas énorme, mais entre 3,2 et 4. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On a des vins qui à peuvent juste paraître 0,20 lourds. d'écart, c'est juste énorme la différence. Comment est-ce que toi, tu t'adaptes justement à ça ? Tu parles d'adaptation là. Comment est-ce que tu t'adaptes à ce changement et comment est-ce que tu fais pour continuer à faire des vins sans soufre ? C'est une question piège. Peut-être parce qu'on a quand même la chance d'être chez nous. Alors après, il y a le pH, c'est une chose. Il y a le degré, c'est une chose. Mais il y a aussi l'azote. Polo disait, une vigne, ça doit être un jardin. C'est-à-dire que si tu as un pH de merde, un gros degré, des grosses températures, avec les UV qu'on est en train de prendre sur la tronche, les levures qui sont censées être sur la pellicule des raisins, on a forcément une modification. Les UV, c'est stérilisant. Donc notre flore n'est pas la même que sur des raisins qui avaient été pourris de botrytis en 85. Donc en fait, on a une modification globale, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les paramètres ont changé. Donc faire du sans soufre, je pense que notamment, là, le pH est emmerdant, mais je pense qu'un des points les plus importants dont on parle jamais,
c'est l'azote dans les mous. L'azote, depuis la vigne jusqu'à la vinif, pour moi, c'est la clé de voûte du système. Il faut des vignes qui soient suffisamment en bonne forme, vertes, pas trop concurrencées. Il faut savoir que dès qu'on a de l'enherbement, c'est bien l'enherbement. Mais si on a un sol vivant pour avoir une vigne et un vigneron crevé, c'est pas forcément le deal. Moi, ça me fait pas rêver, ça. Toi, on était ce week-end en Allemagne avec, on avait un salon et festival avec, on était allé avec Paul Wasserman. On a vu des Riesling en Rheinhessen, magnifiques. Mais les vignes, elles sont pas au fil du dessus, elles sont jaunes tendres. Là, il arrive la canicule. Là, quand t'es déjà un petit peu faible et qu'il faut résister à ça, c'est des tout petits raisins. Et pour avoir vinifié plein de fois, et notamment des raisins que j'achetais dans des vignes qui étaient complètement enherbées. Pourquoi pas? Mais on a tout le temps des valeurs d'azote en dessous de 100. Depuis 2018 que j'achetais les raisins, j'ai 18 cabales fermentées, qui est partie brette, 20, 23 et 24. Putain, ça fait quand même chier, quoi. Et quand tu as de l'azote, sans pour autant être un dingo du griffage, quand on dit c'est pas du vrai labour, mais des vignes qui ont la gouache sur lesquelles tu laisses beaucoup d'herbe à un moment, mais pendant la phase de croissance de mai-juin, tu dis bon bah là maintenant je reprends la main, il faut que ça pousse, il faut que ça fasse de la densité. C'est-à-dire qu'une vigne qui pousse épais, ça c'est ma vision de bourguignon, hein, avec nos vignes basses. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait en adaptation à ces temps extrêmes? En fait, moi j'ai envie de mettre mes raisins au soleil. J'ai pas envie d'avoir des branches. Alors, dans les années 90, on cherchait à avoir des branches les unes à côté des autres avec 20 cm d'écart pour que ça ventile, pour avoir moins de botrytis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des temps comme ça? On va se mettre en plein soleil sur la place du village ou on se met sur le vieux tilleul? Ben, la réponse est relativement simple. Et nos raisins, moi j'ai envie de les mettre à l'ombre. J'ai envie de les protéger. J'ai envie d'avoir une végétation dense. Je sais pas de quelle façon, si c'est en hauteur ou... Il y a plein de méthodes différentes. Mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut vendanger beaucoup plus tôt? Après, c'est pareil, vendanger beaucoup plus tôt, c'est une solution. Si on raisonne acidité, pH. Mais est-ce que vous pouvez me citer beaucoup de fruits qui sont meilleurs, pas mûrs, trop mûrs, que mûrs à point? Gustativement, un raisin vendangé très tôt pour juste préserver le pH, bah merde quoi. Il a pas de goût. Il est que dans le végétal. Tu manges une fraise à peine rouge, elle est pas bonne. Et par ailleurs, la boucle est presque bouclée. Le soufre, on l'utilise comment? Je crois pas que ça soit très difficile de continuer à faire des vins sans soufre maintenant. Par contre, je te rejoins à 1000%. Un vin sans soufre, quand on part en nature, c'est une discipline très difficile. Donc ça veut dire que, comme toute discipline très difficile, quand on veut monter dans les classements et qu'on veut participer au meilleur je pense au sport quand je pense à ça, ou à la musique, bah, ça s'improvise pas. Tu finis pas virtuose en violon en chopant un violon puis en jouant 10 minutes par jour ou encore 10 minutes par semaine. Tu vois, ça demande une connaissance théorique et technique incroyable. Et le vin sans soufre, c'est ça, tout comme la bio. Tu vois, t'as pas un mec qui met le cul dans une Formule 1 sans être passé par le karting. C'est un peu ça. Tu vois, c'est vraiment... et je crois pas que le réchauffement climatique nous emmerde, mais il faut comprendre vraiment tous les maillons de la chaîne. L'azote en est un. La viticulture doit évoluer parce qu'elle doit réussir à faire des raisins pas cramés, à faire des raisins qui font pas 17. Peut-être qu'il y a des vieux cépages. On redécouvre des vieux cépages qui étaient dans les cartons. T'hallucines. On a financé des millions. Je sais même pas combien a pu coûter le financement des hybrides par l'INRA, mais ça a dû coûter une fortune. On n'a pas été foutu d'étudier le mildiou pour savoir comment on pouvait faire de la bio propre. On n'a pas été capable d'étudier d'autres choses. Et dans nos cahiers des charges, on n'arrive pas à faire réentrer des cépages qui existent, qui ont été oubliés. Donc, moi, je fais partie d'une assoce, de plusieurs, mais entre autres, ça s'appelle Le Geste. C'est le groupe d'études scientifiques des terroirs qui va fêter ses 30 ans cette année. On a monté, notamment c'est Thibault Léger-Belair, le président, et Jean-Claude Rateau, c'est un mec qui est hyper bon en ampélographie. Nous, bourguignons natifs, on redécouvre, mais pas un, pas deux, mais 15, 20 cépages historiques, vieux, qu'on n'aimait pas avant parce qu'ils étaient acides, comme du Troyen, comme le Gouet Blanc qui est à l'origine de plein de cépages. On a goûté un Gascon l'autre jour, il y a un conservatoire qui est fait avec des microvinifs. Et ces vieux cépages-là, c'est quoi leurs caractéristiques?
ils font du fruit, de l'acidité, ils mûrissent tardivement. C'est-à-dire que là où ils sont tout le temps comparés à un Pinot ou à un Chardonnay, en micro-vinif, là où le Pinot et le Chardonnay sont à 13, 5, 14 en étant vendangés, ils sont tous vendangés à la même date, exprès, pour voir comment ils se comportent. Et ben les autres, ils sont à 10,5, 11. Alors tout seuls, ils sont un peu acides. Mais est-ce que même si nous, on est fou de monocépage, est-ce que des vieux cépages qui sont nés chez nous en plus, ils ont l'ADN de la région, et voire même les parents de la région, parce qu'ils sont cousins, ça peut être notamment une solution pour redescendre les pH. Et je crois pas que le vin sans soufre soit mort, bien au contraire. Mais ça demande de la technicité, ça demande de la maîtrise. C'est pas un truc où tu mets tout ça dans la cuve, tu reviens 15 jours après, t'as mis les enceintes à fond et puis tu dis la vie est belle, quoi. Paul-Henri, tout à l'heure, tu as commencé à esquisser le sujet des alternatives au soufre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as, toi, comme alternative au soufre? Quand je parlais d'alternatives, c'était pas des alternatives chimiques ou quoi que ce soit. Ouais. Les alternatives, elles étaient dans ce qu'on disait, sur le travail, sur la recherche et peut-être d'autres cépages et ces choses-là. Ça n'était pas, pour moi, il n'y a pas d'alternative. Enfin, pour moi, tout ce qui est un intrant dans un vin a un impact sur le vin. Donc, en gros, personne n'a envie de le faire. Les gens le font parce que soit ils n'ont pas le choix, soit il n'y a pas la connaissance, soit pas envie, tu vois. Mais en vrai, il faut pas chercher un autre truc à rajouter, quoi. Pour moi, il faut pas remplacer le soufre par autre chose. Ce qu'il faut remplacer, c'est, comme disait Sylvain, sur peut-être réétudier les cépages qui étaient là il y a 70 ans, peut-être travailler un petit peu différemment. Quand il parlait moi je suis d'accord avec ces histoires de labour et tout ça, parce que en fait, nous, on démarre tout le monde, on démarre en bio, machin, depuis très longtemps. Et puis, on nous dit tous, finalement, bah oui, non, mais le labour, ça tue le sol. Ça tue le sol. Et puis, les gamins, ils n'ont pas le droit de faire du toboggan parce qu'il est en plastique. Et puis, gna. Puis, en fait, c'est une recherche, en fait, éternelle d'un truc, une espèce de surenchère sur le naturel. Mais en fait, c'est pas ça, le problème. Le problème, il est que, en fait, nous-mêmes, ou les gens ont envie de boire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et puis qui nous sortent un petit peu du quotidien. Le vin, c'est ça, en fait. C'est pas autre chose, en fait. Et du coup, à nous, vignerons, de proposer des choses qui vont faire du bien aux gens. Aujourd'hui, on sait qu'une bouteille, quel prix ça coûte à faire. Ce qui fait que derrière, on sait quel prix ça va ressortir chez un caviste ou machin. On connaît ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est quand même faramineux, franchement. C'est vraiment on peut pas dire aujourd'hui, je vais prendre 200 hectares, on va être 10 à travailler et on va faire du vin sans soufre, quoi. En fait, ça marche pas parce que c'est trop de technicité, quoi. Alors, je voudrais terminer par une dernière question. Depuis tout à l'heure, là, on parle de se passer de soufre et ça a l'air d'être une évidence pour tout le monde. Mais finalement, pourquoi est-ce que on veut se passer du soufre en vinification notamment? Emma, quand est-ce que vous avez commencé à réduire les doses de soufre et pourquoi est-ce que vous avez suivi cette voie-là? Peut-être parce que j'ai trop traîné dans le Beaujolais de Mâconnais. Non, mais et avec des mauvais garçons, ouais. Non, en fait, ça a toujours été, même pour ma mère, ça a toujours été des problématiques qui nous tenaient à cœur, parce que comment accompagner au mieux une bouteille qui va voyager, et puis que voilà, un condrieux, une côte rôtie, en général on dit qu'il faut quand même une dizaine d'années pour les ouvrir, donc avec des conditions de stockage qui sont pas toujours adéquates. Donc voilà, c'était vraiment des problématiques parce que sur l'organoleptique d'un vin, on sait que le soufre a un impact. Moi, quand je suis rentrée au domaine, forcément, j'avais envie de vinifier ma première cuvée sans soufre, parce que c'était plus mon goût et puis que j'étais plus baignée dans ce monde-là, parce que avant j'ai été acheteuse de vin et forcément les vins qui me plaisaient pas le plus, mais j'avais quand même au-delà de la biodynamie, c'est vrai que les vins avec des taux de sulfite plutôt bas, c'était là où j'avais les plus grands coups de cœur. Après, en rentrant
rentrant au domaine, je me suis aussi, donc j'ai vinifié dans le Mâconnais, je me suis rendu compte que c'était pas du tout les mêmes pH. Donc voilà, il y a un laboratoire qui nous suit et qui nous dit de matraquer tout le temps au soufre et qui nous dit qu'on va avoir des vins qui vont s'oxyder, qui vont se bréter, qui vont voilà. Donc c'est forcément, quand on nous donne un avis comme ça, on a tout sauf envie de le respecter, parce que voilà, c'est pas une recette. Alors moi, j'ai pas vraiment appris à l'école à faire du vin, c'est plutôt du ressenti et de la transmission. Mais aujourd'hui, moi, les vins figés et qui manquent d'émotion, forcément, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, c'est des réflexions qu'on a quotidiennement. Comment baisser ces doses de soufre? Comme je disais, on réagit pas toujours pareil au millésime, s'en affranchir pour l'avenir. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt inquiète avec ce réchauffement climatique et ces pH qui montent. En plus, je peux pas labourer mes sols, donc je suis vraiment dans la merde. Hein. mais voilà, après c'était une question plus personnelle de goût, de pouvoir et puis on teste, on se trompe parce qu'il faut, moi je le dis parfois quand on arrive avec plein de fraîcheur, plein d'idées en se disant que tout est possible, on se rend compte quand même que on se fait des petites frayeurs et des petites erreurs, mais c'est pas pour autant que on a envie de matraquer les vins, et puis on verra avec nos expérimentations. Nous on a un palissage qui est très haut, on essaye de préserver les raisins le plus possible du soleil. Alors nous on couvre les sols parce que dans les coteaux il fait très vite 55 degrés et que ça réverbère, donc on essaye d'avoir toujours une couverture végétale, et puis du piochage en continu pour mes salariés et moi c'est pas envisageable, donc comme il n'y a pas de tracteur qui passe chez nous, c'était intéressant d'entendre vos discours du coup, parce que je m'étais pas posé la question que ça pouvait pas être bien pour les sols. Moi c'est aussi avec les configurations qu'on a de nos coteaux. Mais voilà, donc on verra, mais on est quand même plein de toujours quand même positif sur l'avenir. Donc ce que je comprends, c'est que c'est principalement une question esthétique. L'esthétique du vin, le fait de réduire les doses de soufre. Oui, et puis parce qu'on aime bien en boire aussi, donc ça se fait bien la femme enceinte qui dit ça. mais voilà, puis c'est pour l'esthétisme du vin, c'est joli de dire ça, tiens, ça me plaît. Frédéric, c'était évident pour toi de vouloir faire des vins avec le moins de soufre possible? Oui. Pourquoi? Je rebondirais juste avant, l'enherbement était pas évident. Aujourd'hui, je rejoins quand même ces deux messieurs. Petit labour pour limiter l'herbe, pour l'azote. C'est vrai, la fermentation, nous dans le sud, ça m'est arrivé de ramasser des raisins qui étaient jamais mûrs, mais quand tu le mets dans la cuve, c'est 17. Donc 17 plus un pH 3,7, 3,8. Tu sais à peu près qu'au bout de 15 jours, tu as une brette qui commence à se développer. Et là, tu dis, c'est la mer. Et en fait, oui, manque d'azote, c'est compliqué. Pour nous, avec des pH hauts, je fais des fermentations rapides, je contrôle peu mes températures, juste le haut pour que ma levure, elle travaille pas le plus vite possible, mais relativement vite, parce que je sais qu'après, j'ai la brette qui prend le dessus. Pas de soufre pendant les vinifs, sauf peut-être 2-3 fois dans mes 13 ans de carrière en tant que vinificateur. Et je crois que il y a certainement une histoire de goût avec un peu de soufre ou pas de soufre, mais je pense pas que faire un grand vin avec 100 mg de soufre aide la noble boisson. Je pense que pour l'esthétique, pour la santé, même pour le goût, c'est pas la bonne esthétique. Eh bien, merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Ouais. Pour préciser, chimiquement, qu'est-ce qui se passe qui fait que le soufre fige le goût du vin? Sans doute plusieurs choses. Le soufre, en fait, il est d'abord antioxydant. Donc, qui dit antioxydant dit blocage de l'oxydation. Donc, en fait, on a des métabolites aromatiques qui seront pas les mêmes si on a mis du soufre ou pas. Premièrement. Deuxièmement, il a un effet bactéricide très fort. Donc, à partir du moment où tu mets du soufre sur un mou ou sur un raisin en cuvaison,
tu vas sélectionner ta flore très fortement. Et ça me permet de rebondir par rapport à ça, c'est que je pourrais pas dire la proportion de vinification en levure indigène en France, mais elle est relativement faible. Vous me corrigez, mais c'est juste impressionnant le nombre de vins qui sont ensemencés avec des levures du commerce. Donc là, il est en train de se développer des sélections de levures sur les domaines, ça s'appelle des crèmes de levure, par un intervenant en fait qui vient prélever des raisins quelques jours avant les vendanges, qui sélectionne ta levure. Donc en fait, c'est des levures indigènes, mais sélectionnées. C'est-à-dire que c'est une levure. Qu'est-ce qui se passe quand on est en levure indigène? Encore plus sans soufre, en vinification, on n'a pas une levure, on démarre pas une fermentation avec une Saccharomyces cerevisiae, on démarre avec une multitude de levures, et un peu comme votre bagnole. La Saccharomyces cerevisiae que tout le monde connaît, la levure qui sert à... Bon, c'est pas les mêmes, mais qui sert à... C'est celle du pain, c'est celle de la bière. C'est une levure, c'est comme si vous démarriez votre voiture avec en 3e vitesse. Vous y arrivez, mais c'est celle qui va vous emmener au bout et qui va permettre de cruiser, mais il manque un truc. Avant cette 3e vitesse, il y a peut-être un truc. Et c'est ce que des fermentations en levure indigène sans soufre, on peut presque aller, on pourrait presque se dire que une fermentation en levure indigène avec un peu de soufre, ça modifie forcément, mais c'est déjà plus vertueux. Parce que on a une succession de super levures qui ont été diabolisées par l'industrie des levures parce elles ont à une époque où on rentrait des raisins avec des faibles degrés, elles ont un rendement en alcool qui est très faible. C'est-à-dire que là où une levure normale, elle tourne entre 16 et 17 grammes par litre pour faire 1 degré, les levures apiculées de départ, elles sont pas bonnes, elles sont à 20, 25. Donc tu perds du degré final. Là, on vit dans un monde de riches où on a trop de degrés. On a vécu tellement des années où on n'avait pas assez de degrés, où on était obligé de chaptaliser pour faire des grands vins. Et la chapta, elle est pour moi pas diabolique quand elle est pas appliquée à des raisins issus de surproduction. C'est-à-dire qu'un millésime où il pleut, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas des gros degrés. Et le petit degré, le petit demi-degré ou degré que vous ajoutez va amener du corps au vin. Et pour moi, il n'est pas forcément... moi, c'est peut-être parce que je suis bourguignon, mais moi, franchement, ça me choque pas. Et pour goûter, parce que moi, j'axe tout sur la dégustation. Et c'est souvent positif après, enfin bref. Donc là, c'est autre chose, c'est la chapta. Mais dans une fermentation spontanée sans soufre, vous avez une succession d'une multitude de souches, voire même d'espèces. C'est-à-dire qu'on n'est pas que de la Saccharomyces. Il y a des levures apiculées, il y a des schizos, il y a des bactéries et aromatiquement, le petit acétate de départ de fermentation qui est diabolisé par 99% des vinificateurs est sans doute à la base d'esters aromatiques. Tous les esters à partir d'acide acétique ou d'acétate sont juste énormes en complexité, en stabilité, en expression. C'est juste incroyable. Et le levurage, on n'en parle pas assez, ou même, comme je vous disais, le levurage avec des levures sélectionnées, les crèmes de tête, enfin, c'est pas des levures industrielles, c'est les levures de la vigne. Mais on n'a qu'une souche, voire peut-être 2 ou 3, quoi. Mais on n'a pas ce melting pot qui amène une diversité et une complexité de dingue. Donc le soufre, il peut faire ça. Il peut être très positif. Encore un coup, c'est une question de dose. Tu parlais tout à l'heure, un poison, une drogue, c'est une question de dose. Et nous, dans un le petit monde peu. du vin, c'est toujours la sagesse. Ouais. Jamais d'excès. Ouais. La modération. La modération. Ouais, mais à partir du moment où tu mets jamais plus d'1 gramme hecto de soufre, tu modifies pas pour ceux qui ont envie éventuellement de sulfiter parce que c'est leur style ou machin, tu leur dis, mais au lieu de mettre 3 grammes, 4 grammes, pourquoi tu mets pas éventuellement, ça c'était mon rôle de conseil, essaye de mettre, si tu as envie de sulfiter puis que tu dormiras pas, de toute façon, puis il va t'emmerder. Quand tu es dans le conseil puis que le gars, tu lui dis, mais rien, tu peux être sûr que le moindrement qu'il y a une connerie, ça va te retomber sur la gueule. Donc, essaye de mettre, au lieu de mettre 3 grammes d'un coup, mets 1 gramme tous les 15 jours. Et là, en fait, le vin, il le digère, on ne monte pas à des valeurs de livre trop importantes, et on n'a pas ce côté brûlant du soufre qui sèche les tanins, qui donne du végétal sur les arômes des blancs. L'année prochaine, c'est une invitation que je vous fais. C'est que en 2013, donc moi j'ai fait mes premiers essais de vinif sans soufre en 2012. Parce que j'avais 2 salopards qui m'emmerdaient. Il y avait Ganva et Leroy qui faisaient des vins que j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à faire pareil qu'eux. J'ai dit, putain, tu crois que c'est le soufre?
Bref, c'est très ironique ce que je dis, mais en 2012, j'ai fait des essais sur des petites cuvées parce que tu fouettes. On t'a tout le temps appris que levure indigène, pas de soufre. Alors là, c'est bon. Tu peux tout mettre à la poubelle, ça marchera jamais. Donc 2012, j'essaye 2 cuvées, blanc et rouge. La plus grosse baffe, c'est sans doute sur les rouges. J'avais sélectionné bien sûr les plus mauvais pinots du domaine. Les pinots droits du bas du coteau, dans les Marnes, le long de la nationale. C'était à peine mûr, machin. Donc c'est tout le temps des trucs qui font des trucs hyper végétaux. Et là, c'était du glouglou. C'était de la tisane. Bourgogne Rouge 2012 sur le bas de ma parcelle des bars, là. Un truc incroyable. Et tu dis, putain, mais en fait, c'est le vin que j'ai envie de boire. C'est ce que tu disais. C'est presque, bon, c'est pas bon pour l'addiction qui nous guette, mais tu te dis, putain, si j'en bois, je me mets bien, quoi. Ça va, ouf. C'est bon pour la santé, ce truc-là. Là. Et glouglou, incroyable. Alors que je sulfitais déjà pas beaucoup, mais c'était le petit trop, quoi. Même le gramme et demi de plus, entre 0 et 2 grammes hecto à la vendange, ben, t'as une différence énorme. C'est une question de style. C'est-à-dire que le soufre, à chaque échelon, tu franchis une étape vers le... Je sais pas. Tu les modifies vraiment. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime vraiment pas quand c'est sulfité. Ou fort, déjà. Mais donc, en fait, en 2013, j'avais un stagiaire d'12, donc ça m'a permis de valider. 2013, c'est une année très compliquée chez nous. Je me suis dit, je fais une cuve. Et puis, quand t'as rentré ta première cuve de Clos du Roi, et que tu dis, mais attends, et pourquoi celle-là, elle a le droit à pas de soufre, je vais l'aimer, puis les autres, je vais pas les aimer. Donc, en fait, je suis parti 0 sur 2013, et puis c'est parti comme ça. Et ça s'est très bien passé, alors qu'il y avait du botrytis, qu'on a vendangé très tard, début octobre. Pas de maturité, tout a roulé super, alors que ça aurait pas dû. C'était justement quand t'écoutais mes potes des labos, c'était la chose à pas faire. Et en 2013, il y avait un stagiaire qui a fait son rapport là-dessus. On avait pressé, donc on presse les blancs, et pour pouvoir faire son essai, on a entonné dans la foulée après le pressurage de façon à avoir tous les jus, que ça soit pas que le début de presse pour ces essais. Donc une fois que la cuve a été pressée, donc bien évidemment sans soufre, on a entonné avec une canne qui descend, on a inerté les fûts au CO2 pour pas leur remettre encore un coup d'oxygène. Et dans 4 fûts identiques qui avaient eu le même vin avant, c'est-à-dire comme ça ils avaient la même mémoire, donc même année, même tonnelier, même vin avant. Donc là normalement on n'a quasiment pas de variation. On avait 1 à 0, 1 à 1 gramme hecto, à 3, à 7. Donc Olivier il a passé son rapport, les rapports de BTS, tu vois bien, ils les font en mars, les dégustent. Donc on a tiré des bouteilles de dessus. Donc c'est le seul sulfitage qu'ils ont eu. On a tiré les bouteilles au mois de mars et on les a bouchées. Comme ils étaient au Vendangeoir, c'est une maison de village avec en été il fait chaud, en hiver il fait froid. On en a goûté encore 4-5 ans après. Donc ils avaient subi 3 étés à 40 degrés. Ils étaient encore en place. Le plus oxydé, c'était celui qui avait eu 7 grammes à la vendange. Il a tout le temps été oxydé. Il a été végétal tendu pendant la vinif. Donc là, t'as une odeur de vin qui fermente classique avec des réductions, des machins, t'as du petit fruit frais, du tilleul, des trucs machin. Par contre, sitôt le mois de novembre arrivé, quand les lys tassent et que le vin devient clair, il s'est oxydé, mais de mort. Il sentait la pomme granit et il s'en est jamais vraiment remis et il a jamais eu de phase en céphalogramme plat. Il était jamais très expressif, mais jamais, voilà, comme ça. Pas d'arôme, pas de longueur. Correct. Le 0 était capable du meilleur comme du pire, et le 1 gramme en mou a toujours été le plus homogène de tous. Bon, c'est pas pour autant que je suis repassé. Et donc, quand je vous dis, je vous invite l'année prochaine, c'est que cette année, on aura plus de place à la cuverie. On va se réamuser pour tous les loulous qu'on a tout le temps en stage. On a tout le temps beaucoup de stagiaires. À refaire justement une cuvée comme ça, avec un blanc à 0, 1, 3, 5, parce que 7 c'est beaucoup. C'est un peu courant. Quand je vous parlais des clopes tout à l'heure, c'est que le soufre, on s'immunise. À la déguste, on prend l'habitude. On était en Allemagne ce week-end. Bon, c'est un mec qui bosse en nature, chez qui j'étais. Mais pour avoir traîné en Moselle à faire une sorte de polé, il y a un mec qui sort un 2004 et où les gars disent ouais mais il est oxydé, c'est normal, il met à 45 de libre. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de mettre à 65. Colossal. Et quand j'étais au labo, on mettait en bouteille à 32 livres. C'est déjà costaud. Mais c'est presque correct, normal pour un blanc. Un blanc classique, c'est 32 livres. Sauf que en 20 ans, 30. Ah putain, il y a des oxydations dans les chardonnays de Bourgogne.
on va mettre 35, on sera tranquille. Puis une fois que tu t'es habitué à 35, 38, au moins ça va se conserver quand on balance à New York, tout debout, machin, il fait chaud. Et puis c'est comme ça que tu arrives avec une multitude de vins qui sont mis en bouteille à 45 de livres, et c'est normal. C'est normal, voilà, c'est devenu normal. C'est que tu t'es accommodé, voilà, et ça, tu dérapes. Là où Sylvain aussi parle de transmission. En fait, on parle de nous, donc ça fait effectivement 20 ans qu'on est installé, machin. Mais en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est quel jeune va venir s'installer et dire, avec toute la propagande un petit peu commerciale aussi, anti vin naturel, des choses comme ça. Il va dire aujourd'hui, quel jeune va venir en disant oui, ok, je m'installe en bio et je vais faire des vins naturels. Et en fait, l'idée, elle est plutôt aussi, dans ce que dit Sylvain, de faire des essais comme ça. Je pense que l'idée, elle est de dire aux jeunes qui vont arriver, ouais, c'est pas mort en fait. Parce que tout le monde dit le monde est foutu et machin, mais en fait, non, pas du tout. Il faut juste réapprendre, remettre des protocoles, remettre des choses en place pour que tout le monde soit un petit peu optimiste. Et puis, on reboira des vins naturels, des vins sans soufre, ou avec un tout petit peu dans 20, 30 ans, 40 ans, oui. Mais par contre, il faut un petit peu aider ces jeunes qui vont arriver, quoi. C'est ça le truc. Alors, dernière question. J'avais juste une question pour Paul-Henri Thierdon, parce que je sais enfin, les autres peut-être aussi, mais ce qu'appelle jouer avec le feu les œnologues, parfois ça vous arrive quand même de vous brûler. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites d'une cuve qui part avec des brettes ? Ça c'est pas une histoire de soufre en fait. En fait, on confond souvent vin à défaut et sulfite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens, enfin, il peut y avoir beaucoup de vins qui soient un peu daubés, et on dit oui, mais c'est parce que j'ai pas mis de soufre. En fait, en vrai, il y a beaucoup de vins, même quand il y a eu du soufre, ils auraient été daubés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que le soufre c'est pas magique. Il faut le soufre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il y a tellement, je sais plus combien Sylvain, il y a de produits biologiques, 300 qui existent, ouais, à peu près. Il y a un pavé comme ça qui existe pour ajouter en vin, et en fait, on parle que de soufre. En fait, le vrai problème, c'est les 299 autres, la base. Et une fois qu'on arrête tout ça, on se pose la question du soufre. Donc, du coup, en fait, en vrai, faut pas foirer de cuvée, en fait. Il peut, donc le soufre est un rattrapage, à la limite. Mais tu ne foires pas de cuvée. Par exemple, tu peux avoir une attaque de brette, un truc, quand c'est l'apprentissage, et ce qui fait que tu vas après être un peu meilleur. Donc, il y a des histoires de filtration, des choses comme ça, qui sont aussi physiques, qui sont pas chimiques, qui vont quand même changer considérablement après le vin, mais ça restera un vin buvable. Donc peut-être qu'il y aura une cuvée qui pourra permettre d'assembler cette cuvée-là pour la vendre un petit peu moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à nous, vignerons, d'être honnêtes avec ce qu'on fait et de dire, écoute, non, là, la qualité, elle n'est pas ce que je voulais, donc il y a une cuvée, un vin de France, quelque chose qui va être là, quoi. Mais le soufre est pour moi, pour finir, le soufre est quand même c'est toujours la faute du soufre, en fait. Mais finalement, il y a énormément de produits biologiques qui font des vins daubés qu'on n'aime pas parce que ça rajoute des goûts, comme un yaourt, comme plein de choses. Et on dit toujours, ou alors l'inverse, des vins qui sont complètement barrés, complètement daubés, beaucoup trop de volatiles, des équilibres qui sont mauvais. Et on va dire c'est la faute du soufre. Mais en fait, même avec un peu de soufre, ces vins n'auraient pas été bons, quoi qu'il en soit. La nuance. Voici ce qui m'a particulièrement marqué et enthousiasmé lors de cette discussion passionnante. Ce format de table ronde est une première dans le bon grain de l'ivresse, et peut-être que ce ne sera pas la dernière. Il me semble qu'il y a beaucoup à tirer de ces échanges qui mêlent différents vignobles et différentes générations. À suivre donc. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappé. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!